Bonjour à tous et bienvenue dans ce laboratoire de sélection de variables et méthode de régularisation. Alors pour commencer, on va voir comment faire dans R les méthodes de sélection de variables qu'on a vues dans le cours. Alors on va commencer par la première qui était le meilleur sous-ensemble. Donc vous vous rappelez, aller chercher dans le fond dans l'ensemble de tous les modèles possibles, de toutes les variables et nombres de variables possibles, être capable d'aller chercher le meilleur sous-ensemble de données. Alors première chose, on va aller chercher des données ici, ethers. On va aller voir dans l'aide ce que c'est. Alors les données de ethers. C'est donc des données de la Ligue majeure de baseball de 1986 à 1987. Donc pour ces saisons-là, il y a 322 observations, puis on a 20 variables. Vous avez ici le détail donc des variables. Donc on va travailler avec ces données-là. Ici on le voit, donc 322 observations, 20 variables. On voit qu'il y a 59 données manquantes dans salary. Dans le fond, ce qu'on va faire, on va NA.omi, donc enlever les données manquantes. Donc on se retrouve avec 263 observations maintenant qui sont non manquantes. Alors, pour faire la sélection de variables par sous-ensemble, on utilise la librairie LIPS. Donc dans cette librairie-là, il y a une fonction qui s'appelle RegSubset. Donc reg pour régression, puis subset bien évidemment pour un sous-ensemble. Donc ça va nous permettre de faire la méthode du meilleur sous-ensemble. Donc dans RegSubset, je lui donne d'abord une formule. Donc ici, ma formule, c'est salary, ma variable réponse en fonction de point. Donc point, vous vous rappelez, ça va amener les 19, autres variables dans le modèle automatiquement. Je n'ai pas besoin de toutes les écrire les unes derrière les autres. Donc quand j'exécute ça, je n'ai pas exécuté la librairie. Quand j'exécute ça, regardez dans le summary qu'est-ce qu'il me donne. Donc il me donne pas mal de choses. Alors, donc ici, on voit ce qu'il a fonctionné. Il l'a fait sur les 19 variables. Et à la fin, donc ce qu'il obtient, c'est un subset de taille maximum de 8 comme meilleur sous-ensemble. Et ici, la méthode de sélection, c'est la méthode exhaustive. Donc exhaustive, c'est vraiment la méthode du meilleur sous-ensemble de données. Ici, ce qu'on voit dans le fond, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est les étapes. Donc jusqu'à 8. Donc on voit vraiment les 8 étapes. On en voit jusqu'au meilleur sous-ensemble avec 8. Et à chaque fois, on voit donc 1, c'est pour une variable, 2, 2 variables, 3, 3 variables, etc. etc. Donc on voit par exemple avec 3 variables ici, mais si on regarde la ligne, les 3 variables qui sont dans le modèle, c'est celle avec une petite étoile. Donc il y a la variable it, il y a la variable crbi, puis ensuite à 3, il y a la variable ici put out. Donc vous voyez, ça va être ces 3 variables-là qui vont être dans le modèle à 3 variables. Pardon. Donc ça nous permet, vous voyez facilement, de sélectionner le meilleur sous-ensemble de données. On peut faire la même chose ici, mais en rajoutant l'option nvmax est égal à 19. Donc regardez la différence. Hop, je vais juste aller chercher le summary ici. Donc dans mon summary ici, regardez, il a fait la même chose, mais il est allé jusqu'à 19. Fait que là, on lui demande vraiment d'aller faire la recherche exhaustive pour l'ensemble de toutes les tailles de sous-modèles. Donc même jusqu'au 19e, mais au 19e, on s'en doute un peu, regardez, toutes les variables sont sélectionnées. Fait que c'est le même tableau que tout à l'heure, mais on y va vraiment pour toutes les variables. Regardez ici ce qui est intéressant, par exemple CRBI, la variable elle est pour un modèle à 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. À partir de cette variable, elle disparaît. Puis vous vous souvenez, ça c'est possible dans la méthode du exhaustive de recherche de sous-ensemble, le meilleur sous-ensemble. Alors que par exemple dans la méthode de pas à pas vers l'avant, donc forward, ça ne serait pas possible parce qu'on ne viendrait pas enlever cette variable-là à un moment donné. Si elle est entrée dans le modèle, elle y resterait. On est capable ici d'obtenir les RSQ, fait que vraiment les R-square ajustés, vous vous rappelez, donc pour chacun des 19, dans le fond, modèles, avec chacun de 1 à 19 variables. Fait qu'on a l'ensemble ici des R-square. Et ce que vous voyez, c'est qu'on s'arrête à 8 parce qu'après 8, vous voyez, on reste toujours dans des mêmes valeurs. Dans le fond, on n'augmente plus vraiment. Ici, on va faire un graphique du nombre de variables en fonction du RSS, puis en fonction du R2 ajusté. On va faire plusieurs graphiques, vous allez voir. Donc, je vais juste agrandir ici mon image. Donc, regardez ici, c'est les graphiques un petit peu comme on a vu déjà dans les notes de cours. Fait qu'on a le nombre de variables en bas. Puis ici, on a le RSS, par exemple, le R2 ajusté, le CP et le BIS. Fait qu'on voit comme ça pour chacune des variables, ce sont des indicateurs dans le fond de performance, lequel qui est le meilleur. Le point rouge, c'est lui qui est le meilleur. Donc ici, avec le CP,
on obtiendrait 10 variables, qui serait le meilleur. Avec le B ici, on en obtiendrait 6, puis avec le R2 ajusté, on serait à 11 variables. Et voilà pour le genre de graphique que l'on peut faire. Avec la fonction plot par défaut, en utilisant directement dans le fond le modèle, puis en disant scale égal, on peut lui dire directement, par exemple, si je veux le graphique de CP. Je vais juste recommencer. Donc vous voyez ici, on est capable de faire toutes les graphiques un peu côte à côte. Regardez si je l'agrandis. Dans le fond, pour chacun des coefficients, par exemple CP, R2 ajusté, on voit ici la valeur. Dans le fond, pour chacune des variables en bas, on voit la valeur du R2 ajusté ou du CP. Fait que c'est vraiment la partie un peu, je veux dire, proportion de chacun. On est capable d'aller chercher les coefficients, bien évidemment. Donc, regardez, par exemple, quand je vais chercher les coefficients pour le modèle à 6 variables. Donc, si je mets l'option 6 dans coef, ben, il me donne mes 6 ici variables importantes avec leurs coefficients, donc les bêta chapeaux. Donc, voilà pour la méthode du sous-ensemble le meilleur. Ensuite de ça, on avait vu les deux autres types de méthodes, donc les méthodes de sélection pas à pas. On avait soit vers l'avant ou vers l'arrière. Donc vers l'avant, c'était forward. On ajoute des variables au fur et à mesure. Et vers l'arrière, c'est backward. Donc on part du modèle plein et on enlève les variables une à une. Alors c'est la même fonction qui va permettre de faire ça, rec subset, sauf qu'on va venir lui spécifier la méthode. Tantôt, notre méthode c'était exhaustif pour le meilleur sous-ensemble. Ben, on a la méthode forward en fait qui permet directement de faire ça. Donc si je fais ça, vous voyez, on a la méthode forward qui marche de la même façon. Donc forward, à l'étape 1, il ajoute seulement une variable. Étape 2, il garde la même, puis il vient ajouter la deuxième meilleure, etc. etc. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. À chacune des étapes, on vient vraiment ajouter la variable la plus importante. Pareil avec backward. Backward, c'est à l'inverse. Donc je pars au début avec toutes les variables, puis je les enlève les unes après les autres. Et voilà pour ça, on est capable d'obtenir bien évidemment les coefficients de tout ce beau monde-là. Donc regardez, on peut même les comparer entre eux. Ici c'est intéressant. Regardez, on a les coefficients ici avec la méthode exhaustive, avec la méthode forward et avec la méthode backward. Fait qu'on peut comme ça voir un petit peu les différences entre les coefficients. Puis vous voyez, c'est qu'on n'obtient pas les mêmes variables bien évidemment, comme la variable it. Je vois que je l'ai dans les trois, mais la variable add-bat par exemple, je l'ai seulement avec la méthode forward et backward. Fait qu'on voit vraiment comme ça qu'on arrive à des modèles différents, peu importe la méthode que l'on a choisie. Alors, si on veut choisir quel est le meilleur modèle à l'aide de l'approche d'ensemble de validation, donc vous vous rappelez, on sépare le jeu de données en deux, donc c'est ça qu'on fait ici. Ici, on vient de donner un jeu de données de train, on vient chercher un jeu de données de test. Puis, dans le fond, ce que je peux faire, c'est que je peux aller faire mon rec subset, donc ma méthode là exhaustive, mais sur seulement le jeu de données de train. Donc, si je fais ça d'abord seulement sur mon jeu de données de train, ensuite de ça, je suis capable d'aller prédire. Donc là, je fais mes prédictions. Je suis allé donc prédire ici maintenant sur mon jeu de données de test. Je viens calculer l'erreur quadratique moyenne, mean, vous vous rappeler de donc mon salaire pour le jeu de données test, moins ma prédiction. Et donc, je suis capable d'obtenir comme ça une erreur. Donc, pour chacun des 19 modèles, j'ai l'erreur quadratique moyenne ici que j'ai calculée. Si je vais chercher la minimale, donc on arrive à 7. Donc ça veut dire que le modèle avec 7 variables, c'est le modèle qui a le RSS le plus petit. Et je peux même aller obtenir les coefficients, bien évidemment, du modèle à 7. Donc vous voyez, dans cette méthode-là, ben là, on a vraiment divisé dans le fond notre jeu de données en deux, train test, puis on utilise dans le fond l'approche par validation pour aller chercher le meilleur modèle. Ce qui est bien évidemment meilleur parce que notre RSS ici, il est calculé vraiment sur les jeux de données de test et non pas sur le jeu de données d'entraînement. On a la fonction predict ici qui va nous servir là pour faire de la prédiction en utilisant la méthode de sélection de sous-ensemble de variables. Donc je peux aller directement prédire, obtenir les coefficients. Et voilà pour ça. Vous regarderez en détail dans le fond ici, ça c'est pour la validation croisée. Donc là je fais une validation croisée avec k est égal à 10 ici. Donc à 10 plis. Donc au lieu de faire par l'approche de validation standard où je divise en deux, bon, là je vais diviser en 10 morceaux. Puis vous vous rappelez, j'utilise à chaque fois un des 10 morceaux pour être l'ensemble de tests. Pour les 10 morceaux, à chaque fois, donc pour mes 10 morceaux de 1 d'un cas, je fais ma sélection de sous-ensemble de données. Je fais ma sélection de sous-ensemble de modèles sur seulement mon jeu de données d'entraînement, puis je viens prédire sur mon jeu de données de test. Donc je fais ça pour mes 10 plis. J'applique dans le fond la fonction CVError, donc il va me calculer mon erreur
à chaque fois pour chacun des plis. Et donc, regardez le graphique que ça nous donne. Donc ici en bas, on a pour donc les 19 variables, les modèles à 19 variables. Et ici sur l'axe des Y, ça c'est vraiment l'erreur, le QM, donc l'erreur quadratique moyenne, mais sur l'ensemble des 10 plis. Donc ici, on voit qu'avec le 10 plis, on arrive au minimum de 10, donc on aurait un modèle à 10. Alors que tantôt, vous vous rappelez, on arrivait à 7 dans l'approche de validation standard. Bien évidemment, vous vous rappelez, c'est meilleur la validation croisée parce qu'on vient vraiment chercher différents types de structures dans nos données. Fait que voilà pour ça. Autre chose qu'on a vu, c'est les méthodes de régularisation. Donc, par exemple, la régression Ridge ou lasso. Alors, pour utiliser la fonction Ridge ou lasso, dans la librairie GLMNet, on a une fonction GLMNet qui permet de faire la régression Ridge. La seule nuance, il faut faire attention, c'est qu'ici, elle ne se met pas sous format d'une formule, comme d'habitude, mais elle nous demande c'est quoi ma matrice de x, donc les variables explicatives à droite, et c'est quoi mon vecteur de y, donc ma variable répond. Donc je suis obligé ici, vous voyez, d'aller décomposer en deux, là, vraiment, mon x et mon y. Donc ici, je vais chercher ma matrice de x et de y. Si vous regardez ici, x, je vais vous le montrer. Donc ici, x, c'est... Ok, x ici, vous voyez, c'est une matrice de numérique. En fait, c'est toutes mes données, sans la variable réponse, bien évidemment, mais mis au format numérique. Alors, donc, on utilise la librairie GLMNet pour faire la régression Ridge, puis on doit faire une grille pour commencer. Puis la grille, vous vous rappelez, ça, c'est pour le fameux lambda, donc le coefficient dans le fond de régularisation, lui qui est lié à la pénalité, dans le fond de la régression Ridge. On doit lui faire ça. Donc, ce que je fais ici, c'est que je prends des nombres là qui commencent à 10 jusqu'à moins 2 avec une taille de 100. Donc, j'en veux 100, puis je mets ça à la puissance 10. Donc, en faisant ça, ça me donne une grille de lambda. Si vous regardez dans le grid, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous voyez, tout ça, c'est des coefficients lambda possibles. Dans le fond, qu'on va essayer. Fait qu'on va en essayer 100 en tout. Donc, pour faire la régression Ridge, on utilise la fonction GLMNet. Je vous l'ai dit, on donne x, y, et on donne lambda est égal à grille. Donc, j'exécute. Donc, bon, j'ai ma régression Ridge. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ma dimension des coefficients, c'est 20 par 100. Fait 20, c'est normal, c'est mes 20 coefficients, donc 19 variables plus 1 pour l'intercept. Puis 100, bien évidemment, c'est pour les 100 différents lambda. Vous vous souvenez, j'ai fait une grille de 100 lambda. Je peux aller chercher le lambda, le 50e lambda par exemple. Donc ça, c'est la valeur du 50e lambda. Je peux aller chercher les coefficients pour le 50e lambda. Donc ça, vous voyez, c'est mes coefficients pour mon 50e lambda. Donc pour mon lambda de 11 497, voici les différents coefficients que ma régression de Ridge me donne. Ici, square de la somme. Donc ça, c'est la norme L2. Vous vous rappelez de mes coefficients. Donc je prends mes coefficients ici, je les mets au carré, je les somme et je fais la racine. Ça, c'est ma norme. Donc ma fameuse pénalité, celle que j'applique, dans le fond, à mon modèle de régression standard. Ici, la norme pour le 50e lambda, elle est de 6,36. On peut faire la même chose pour un lambda le 60e lambda, qui était de 705, les coefficients et la norme. Vous voyez, on obtient une norme de 57 ici, alors que tantôt on avait 6. Fait que vous voyez, dans le 60e lambda, on vient vraiment accorder beaucoup plus de poids à la pénalité. Alors, on peut faire des prédictions, bien évidemment, avec notre modèle de Ridge. On utilise la fonction predict comme d'habitude. Donc, j'applique la fonction predict ici, puis je suis capable donc de faire des prédictions. Ici, ce que je vais aller faire, c'est faire l'approche par validation. Donc, je fais un jeu de données de train, de test, comme d'habitude. Donc, je fais mon jeu de données de train, de test. J'applique ici ma régression de Ridge, mais seulement sur mon ensemble d'entraînement. Je viens prédire sur mon ensemble de tests, bien évidemment, puis je peux venir calculer l'erreur quadratique moyenne. Donc ça, c'est mon erreur quadratique moyenne sur mon ensemble de prédictions. Ici, c'est mon erreur quadratique moyenne sur mon ensemble d'entraînement. Je peux faire mes prédictions, comme d'habitude. Tout ça, c'est exactement comme on a l'habitude de faire. Si on veut faire de la validation croisée, on peut aussi le faire, bien évidemment, ici. Donc, pour la validation croisée, on a une fonction qui marche quand même bien. Donc, au lieu de glm.net, qui fait directement, dans le fond, la régression de Ridge, on a cv.glm.net, qui fait la validation croisée pour la régression de Ridge. Fait qu'elle le fait automatiquement pour nous. Regardez.
Ici, elle le fait automatiquement. Donc là, ça c'est pour les lambda, ici, donc pour log de lambda, pardon. Donc ici, log de lambda, c'est pour l'ensemble des paramètres de régularisation. Puis ici, c'est les erreurs quadratiques moyennes par validation croisée. Puis ici, c'est donc la valeur moyenne. Puisqu'on voit les petites barres, c'est pour l'ensemble donc des plis. Donc vous vous rappelez, pour chacun des plis, je vais en avoir une erreur quadratique moyenne, puisque la petite barre grise, dans le fond, c'est la variabilité qu'on a entre les différents plis. On est capable d'aller chercher le meilleur lambda ici. Donc le meilleur lambda, ça serait 431.06. On peut utiliser ce meilleur lambda, le best lambda, on peut l'utiliser ensuite de ça pour aller chercher nos coefficients pour nos régressions, etc. etc. Fait que vous voyez, on est capable comme ça d'aller chercher chacun de nos coefficients pour le bon modèle. Donc vous voyez, ça fonctionne bien. Vraiment très très bien. Pour la régression de lasso, maintenant, c'est un petit peu la même chose, sauf que pour lasso, on va utiliser alpha est égal à 1. Donc tout à l'heure, je l'avais passé un petit peu sous silence, mais quand on fait la régression de Ridge, on met alpha est égal à 0. Pour la régression de lasso, on met alpha est égal à 1. Mais vous voyez, c'est exactement la même fonction. Fait qu'on fait toujours la même chose ici, mais avec la régression de lasso. Donc vous voyez, avec la régression lasso, quand on l'applique, je peux faire directement plot dans le fond de mon modèle de régression lasso. Et il me sort le fameux graphique, vous vous rappelez, des coefficients, en fonction ici de la norme L1. Donc vous vous rappelez, ça c'est la somme des coefficients, des valeurs absolues des coefficients. Fait qu'on voit les fameux coefficients dans le fond 1 qui s'écrasent à 0. Vous vous souvenez, c'est ça l'objectif. Pareil, on peut faire la validation croisée directement avec cv.glmnet, sauf qu'on vient mettre alpha est égal à 1 pour la régression de lasso. On peut venir chercher le meilleur lambda, comme d'habitude, lui qui est le plus petit, faire de la prédiction et obtenir le meilleur modèle. Et vous voyez, en somme toute, ça se fait quand même bien dans R. Donc, soit les méthodes de sélection de variables, je vous le rappelle, c'est avec reg subset, donc qui fonctionne très très bien. Vous pouvez utiliser cette fonction-là pour faire soit de la recherche exhaustive, backward ou forward. Puis maintenant, pour faire des méthodes de régularisation, on utilise la fonction glm.net. Donc glm, pardon, pas .net, mais glmnet, qui permet de faire la régression soit de Ridge ou lasso. Si c'est Ridge, on met le coefficient alpha est égal à 0. Si c'est lasso, on met alpha est égal à 1. Pour faire la validation croisée, en sélection de variables, il faut le faire à la main. On n'a comme pas le choix. Par contre, avec la régression Ridge ou lasso, on a directement une fonction cv.glm.net qui nous permet de faire notre validation croisée.